Espace TV, le 22h. Durant près de 2 heures, ces ténors de la presse guinéenne ont tenu en haleine le public sur la crise qui traverse les médias en Guinée. Selon ces doyens, cette synergie était nécessaire. Et nous avons décidé d'organiser cette synergie pour avoir plus d'énergie, afin de pouvoir résoudre la crise que tout le monde voit, que tout le monde connaît, parce que nous sommes en crise. Cet autre défenseur de la liberté d'expression se dit à la fois heureux et triste. Heureux de participer à cette synergie pour expliquer aux hommes des médias les règles et principes qui régissent le métier des journalistes. Triste parce que le musellement de la presse ne devrait pas arriver sous un régime civil dirigé par un professeur de droit. Je regrette que des syndicalistes aient pu charrier de fausses informations au président au point que celui-ci sorte de sa réserve pour menacer les radios de fermeture. Malheureusement, cette menace a été mise à exécution par des agents soumis à son autorité. Le président de l'Urtelgui se félicite de cette action. Il dénonce le comportement de certains syndicalistes éhontés qui ont injustement accusé la presse privée de partialité. Quoi qu'il arrive à un journaliste, à la presse à Guinée, nous rendons responsable ce monsieur Abdoulaye Kamara, le secrétaire général adjoint du SLEG, parce qu'il est allé éhontément mentir au président de la République. Quoi qu'il arrive, la presse survivra, renchérit doyen Boubacar Diallo. Personne ne pourra réduire la presse et les journalistes au silence. Quelle que soit sa position, le législateur a donné une loi spécifique à la presse et a mentionné même la procédure que le juge doit observer pour connaître, sanctionner lorsque le délit a été constitué, et les peines ont été même prévues et mentionnées expressément dans la loi. Nous ferons notre travail en toute indépendance, mais en toute responsabilité, ont conclu ces défenseurs de la liberté d'opinion. Le président de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante a affiché son désaccord avec le traitement infligé aux médias privés par le chef de l'État. Il regrette même les propos du président Condé à l'occasion de la journée de l'Union de la presse francophone. Il est de notre devoir de donner la parole même à un condamné de la mort, même quelqu'un qui est rentré en rébellion avec l'État. Il est le devoir des journalistes de donner la parole. Iboun rappelle encore les principes sacro-saints qui autorisent tout journaliste à exercer pleinement sa profession. Il interpelle l'État sur les vertus de ces dispositions constitutionnelles. Et vous connaissez les sources protégées dans notre pays. Les sources protégées dans notre pays sont de 3 ordres. Vous avez l'honneur et la dignité des personnes, vous avez la sécurité intellectuelle de l'État, vous avez le secret d'instruction judiciaire. Pour les autres sources, le journaliste doit avoir forcément accès. Ce n'est pas nous, c'est le législateur qui a aménagé ainsi cette loi. Il porte le message du ministre conseiller personnel du président de la République. Par la voix d'Iboun Conté, Tibou a déploré le climat qui prévaut entre les autorités et les médias. Il promet de dissiper ces divergences dès son retour au pays. Parce qu'il faut le reconnaître que son absence a beaucoup pesé dans la balance. Et toutes les initiatives qu'il a prises dans le sens de normaliser nos relations avec la présidente de la République, qui étaient des relations heurtées, violentes avant l'arrivée de Tibou, sont sur le point de s'effriter. Dans cette école, 5 enseignants ont marqué leur présence. Cette dame qui accepte d'être filmée a déclaré que pendant 2 heures, elle attend ses élèves en vain et comme tous les autres, elle décide finalement de partir. Au lycée des Octobre, le proviseur nous reçoit après avoir à peine tenu une réunion avec ses enseignants. Là aussi, 18 sur 20 n'ont pas pu dispenser les cours. Face à une telle situation, le premier responsable de l'école s'oppose à toute prise de vue. Depuis que nous avons été délogés la semaine passée par certains élèves, parce que selon eux, ils n'avaient pas cours, les profs ne sont pas venus chez eux, alors ils sont venus déloger avec des jets de pierre. Et depuis lors, chez nous ici, les parents sûrement ont peur de libérer les enfants. Dans les établissements scolaires que nous avons sillonnés, les encadrés sont réticents à s'exprimer. Seul motif invoqué, la peur d'être réprimandés par leur chef hiérarchique.
ou la peur de perdre leur poste. Tout d'abord, la CANEG affirme avoir tenté d'entamer les négociations entre syndicats des enseignants, gouvernement et le Conseil économique et social. Mais les propos du président qualifiant cette grève de sauvage auraient freiné les négociations. Plus loin dans son allocution, le président de la CANEG invite le chef de l'État autour de la table avec toutes les parties concernées pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Nous appelons la presse à la sérénité, à la retenue et à la raison pour qu'elle puisse se considérer membre de la société civile et une société civile d'apaisement, de raison, et que la presse puisse nous aider, nous accompagner vers une sortie de crise honorable. Concernant la liberté des médias, certes, il montre son indignation et apporte son soutien, mais il appelle les médias à plus de professionnalisme. Le discours présidentiel en la matière n'était pas collé à la réalité. Qu'à cela ne tienne, nous aimerions, nous souhaiterions et nous voudrions que le processus du dialogue inclusif, pas exclusif, soit déclenché et que rapidement tous les acteurs se retrouvent, selon la volonté d'ailleurs exprimée par le ministre de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire et d'autres, que l'exclusion ne soit pas la solution, mais que la négociation soit la solution pour une paix durable dans notre pays. Un aspect important est le plaidoyer lancé aux autres membres de la société civile. Il les invite à plus d'efforts afin de rapprocher les positions des parties concernées et mettre un terme à la grève des enseignants. Plus de 34 acteurs des mines et des partenaires se retrouvent pour 3 jours à Kindia. Les débats portent sur la validation de la politique minière et la mise en place d'un plan d'action opérationnel. L'amélioration de la connaissance géologique, celui du cadre d'investissement, sont les principaux axes de cette politique minière. La première raison qui porte sur un défi que nous connaissons tous, il s'agit de l'amélioration de notre connaissance, notre niveau de connaissance géologique pour pouvoir mieux exploiter nos ressources. La deuxième raison qui nous amène à mettre cette amélioration de notre connaissance du potentiel minier en exergue, c'est la nécessité d'avoir une exploitation rationnelle de nos ressources minérales. Parce que nous voulons que le secteur minier joue son rôle dans le cadre de la diversification de l'économie. Les administrations décentralisées des mines sont également représentées. Elles se trouvent entre deux feux, notamment la pression des exploitants miniers et la colère des populations locales. Cette rencontre devrait pouvoir les édifier sur leur rôle sur le terrain. Je crois qu'il y aura un changement qualitatif et quantitatif. Pourquoi? Puisque les revenus des projets miniers qui sont là, des sociétés minières qui évoluent dans les différents secteurs, dans les différentes localités des préfectures, vont savoir réellement l'importance de leur présence ici et l'importance de la population guinéenne qui subit certains méfaits de leur exploitation minière. L'exploitation minière en Guinée représente environ 13% du PIB, 20% des recettes publiques et 80% des recettes d'exportation. Malgré ces résultats, les bénéfices tirés sont en deçà des attentes des populations. Récemment, des cadres du Conseil économique et social guinéen sont partis observer le fonctionnement du Conseil économique et social de l'environnement de la France. Une fois à leur retour au pays, la présidente de l'institution a jugé utile d'inviter certains responsables afin de partager l'expérience avec le maximum de son personnel. Des besoins prioritaires des commissions et des structures administratives de l'institution. Le renforcement des capacités chez les uns et l'initiation chez les autres constituent à l'heure actuelle un enjeu majeur, particulièrement important pour l'administration d'une institution moderne et efficace. Les objectifs du Conseil économique et social portent essentiellement sur la qualification des compétences des cadres et agents pour une meilleure gestion, de dynamisation et de valorisation des postes de travail dans le domaine d'intervention.
3 responsables du Conseil économique et social de l'environnement de la France vont assurer la formation à l'intention des jeunes cadres et un échange d'expériences pour les anciens. Les 2 institutions traversent parfois les mêmes difficultés, admet ce formateur. Certes, il s'agit d'une session de formation, mais il s'agit aussi d'une session où nous avons besoin, Anna, Marion et moi, d'entendre, de vous écouter, de savoir quels sont vos besoins pour vous aider à y répondre. Comment fonctionne une administration comme celle-là? Comment conserver les archives ou encore comment assurer une gestion saine des biens de l'institution sont autant de sujets mis sur la table de discussion. L'amicale des élèves et étudiants camerounais de Guinée a été créée en 1996 avant de se transformer en ONG en 2000. Ces étudiants en médecine entendent mettre en pratique des formations reçues en Guinée en faveur des populations. Ces journées médicales, qui sont à leur 13e édition, auront lieu à Forêt-Caria pour prévenir contre les maladies infectieuses. Ces journées médicales sont notre manière de contribuer à la lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires. Le diabète, l'hypertension artérielle et la prévention des IST-Sida, la fièvre hémorragique Ebola et la malnutrition. C'est pour nous une autre manière de contribuer à l'édifice de la santé auprès des autorités de la santé guinéenne. Du 29 novembre au 3 décembre prochain, ces étudiants seront aux côtés des populations de Forêt-Caria, toutes couches confondues. Nous voulons dire à toutes les populations de Forêt-Caria que les frères africains qui ont eu le privilège d'être formés en terre guinéenne, avec le savoir-faire et l'expertise que nos maîtres nous ont porté, nous ont accordé, nous allons mettre à la disposition des populations de Forêt-Caria notre savoir-faire. Par cette action, l'amicale des élèves et étudiants camerounais de Guinée veut exprimer sa reconnaissance et poursuivre le combat entamé par leurs dévanciers. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines poursuit sa lancée en Afrique. Ce lundi, un nouvel avion Boeing 787-900 a atterri sur le sol guinéen avec des passagers à bord. La présentation officielle a été faite devant les autorités guinéennes en charge des transports à l'aéroport international de Conakry. Un Boeing qui offre plus d'espace et de confort aux passagers. Nous sommes heureux également de voir un tel appareil débarquer, atterrir sur la piste de Conakry. Vous êtes venus bien après d'autres compagnies, mais vous êtes les premiers à faire atterrir des avions de telle qualité. Ce nouvel oiseau éthiopien a plus de 309 places, dont 289 à l'arrière et 30 à l'avant. La compagnie dispose aujourd'hui du plus important terminal fret d'Afrique, une compagnie éthiopienne qui se bat pour consolider son rang. Du commandant de bord, du first officer et de l'ensemble de l'équipage, nous vous souhaitons la bienvenue à bord du Boeing 787-900. Nous avons accueilli ce Boeing il n'y a pas très longtemps. Alors c'est la première fois qu'il arrive à Conakry, qu'il atterrit à Conakry. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. La compagnie ne compte pas s'arrêter là. Elle vient de dévoiler un nouveau projet dénommé Vision 2025, un plan de développement qui devrait lui permettre de faire passer sa flotte de 77 à 150 appareils.